Bonjour à tous, Bonjour. Thierry, je t'en prie. Non, non, vas-y. Alors, Présente-toi bonjour à l'innovation. tous, bienvenue sur ce webinaire IA en santé, quel nouveau modèle émergent pour un accès soutenable à l'innovation, organisé par Finance Innovation, en association avec Jouve. Donc, Finance Innovation, rapidement, c'est un pôle de compétitivité fondé en 2007, voilà, fort de plus de 600 membres, dont la plupart sont des fintechs avec des cabinets de conseil, grands comptes, etc. Nous, notre but, c'est d'aider les fintechs à se développer dans cet écosystème, voilà, à travers des labels Finance Innovation, à travers des mises en relation, etc. On est donc très heureux de faire ce webinaire aujourd'hui avec Jouve et plein d'intervenants de grande qualité que je vais maintenant laisser Thierry vous présenter. Et merci à tous d'être ici. Oui, merci de votre présence ce matin. Donc, il y a effectivement 4 entreprises de ce pôle qui se sont rassemblées. Alors qu'on sait que l'intelligence artificielle se diffuse très rapidement, on voit une accélération de cette transformation digitale, à la fois dans le diagnostic médical, mais le pilotage des données également en termes de santé publique et également dans tout ce qui est le back-office logistique administratif. Donc, on a un panel très diversifié. Vous allez avoir 4 exemples très complémentaires. On a le plaisir d'avoir Nadia Kamal, directrice de l'innovation d'Harmonie Mutuelle, David Gruson, qui est le responsable santé du groupe Jouve, Christopher Cunias, qui est le X-directeur de CAP, et Jean-Christophe Pandolfi, fondateur de Santé Expat. Pour les questions, vous avez un module sur la droite, on les gérera à la fin. Et on va rapidement donner la parole, puisque cette intervention est assez riche, à David Gruson. David, si tu veux bien démarrer sur les slides qui présentent Jouve et tout ce que tu souhaites nous partager ce matin. Merci, un grand merci Thierry, très heureux de vous retrouver et donc l'angle commun qu'on a choisi de traiter et que je vais essayer d'introduire, c'est l'angle de l'émergence d'un accès soutenable à l'innovation sur le domaine de l'IA en santé. C'est effectivement une question majeure, sans doute une des questions les plus fortes à traiter dans le domaine de l'innovation numérique en santé en 2021. Quelques mots avant d'entrer dans le fond du sujet sur Jouve. Donc, Jouve, entreprise de taille intermédiaire française qui a ses sites principaux basés sur le territoire national et notamment ses data centers en santé sont basés en Mayenne avec comme activité le BPO, la digitalisation, puis on est des spécialistes de l'IA appliquée aux documents. On est l'opérateur de l'Office européen des brevets, notamment, et puis par ailleurs, un des spécialistes de l'entrée en relation digitale, l'onboarding avec un certain nombre de services économiques et sociaux, et notamment dans le domaine bancaire. C'est une référence importante parce que c'est un des leviers qu'on a utilisé dans le domaine de l'IA en santé. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Donc, on intervient finalement sur cette chaîne qui part de la gestion de flux pour aller derrière en extraire des données et concevoir derrière des algorithmes d'aide au traitement des données qui sont ainsi digitalisées. Dans le domaine de l'IA, c'est important d'avoir ces 4 métiers, la partie prestation de services, la partie intégration, la partie édition et l'hébergement. C'est quelque chose auquel les acteurs du système de santé sont évidemment très attentifs. On parle là de souveraineté numérique et c'est important d'avoir un bloc d'hébergement sur le territoire national. Voilà quelques éléments de volumétrie sur ce que nous traitons chaque année. Dans le domaine de l'IA en santé plus spécifiquement, il y a vraiment un enjeu majeur qui est celui de l'accès, un accès soutenable à l'innovation. Ça se passe dans un environnement qui est un environnement juridique qui, pour une fois, alors qu'en France, on a souvent le défaut de surréglementer, se passe dans un environnement en 2020 où se sont passées dans un contexte sanitaire par ailleurs très dur, des choses positives sur le terrain de l'IA en santé avec ce cheminement qui est celui de la progression de la révision de la loi de bioéthique avec une bonne nouvelle, la reconnaissance du principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle en santé. C'est cet article 11 de la loi de bioéthique qui s'appliquera à tous à partir du début de l'année 2021 et qui amènera en réalité à permettre un cadre, une fois que le RGPD est respecté, c'est un prérequis européen commun, un prérequis exigeant, une fois que le RGPD est respecté, en fait, il y aura 2 conditions
à respecter pour développer l'IA en santé. D'une part, l'information du patient ou de l'usager ou du consommateur de services assurantiels ou complémentaires sur le recours à l'IA dans son processus de prise en charge, d'une part, et d'autre part, la mise en place d'une supervision humaine de ces algorithmes qui fonctionnent en vie réelle. Pour une fois, la France a un droit plutôt favorable à l'innovation. Si vous voulez approfondir ces questions sur plus largement la santé, IA et protection sociale, je vous mets cette référence à un travail qu'on a conduit avec Anaïs Persson pour le CRAPS, qui est présente ce matin, sur le rôle de l'IA appliqué dans la protection sociale. C'est un travail qui a été aussi mené avec Etikia et Judith Med, qui est également présente sur le déploiement de la garantie humaine de l'IA. Sur la question de l'accès à l'innovation en IA en santé, il faut bien mesurer qu'il y a un facteur temps et que le numérique rend beaucoup plus poreux entre les systèmes de santé. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'Agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA, a labellisé IDXDR, c'est un algorithme de diagnostic sur les rétinopathies du diabète. Et vous voyez bien le sujet qui se pose à nous si on n'est pas capable d'incuber le développement de ces algorithmes d'IA en France et en Europe. Le risque, c'est que nos concitoyens et les professionnels de santé en France se tournent vers des solutions conçues ailleurs, dans des cadres juridiques et éthiques qui ne respecteront pas forcément les valeurs que l'on porte en France et en Europe. Et avec un deuxième effet, c'est qu'évidemment, si ces algos sont conçus ailleurs, ceux de nos concitoyens qui pourront y avoir accès, c'est ceux qui en auront les moyens, avec donc derrière un risque d'inégalité croissante dans les systèmes de santé français et européens. Donc il faut avancer, proposer un modèle économique sur l'accès à l'innovation en IA. Pour rendre accessible l'IA en santé, il y a des questions qui se posent sur l'IA de diagnostic médical. Nadia, d'Harmonie Mutuelle, vous en dira un mot plus précis. On peut aussi essayer d'apporter des réponses en générant en fait un retour sur investissement, un ROI, sur l'IA dite de back-office. C'est un champ un peu sous-traité dans l'approche de l'IA en santé, mais c'est celui qui en fait avance le plus vite. Donc, vous voyez cet exemple avec Know Your Patient, c'est une solution d'IA d'automatisation de l'admission en établissement de santé qu'on a développé avec Jouve, à partir de la technologie dont je vous parlais tout à l'heure, d'onboarding dans le secteur bancaire. On va amener le patient à faire une photo de ses documents, carte d'identité, carte vitale, carte de mutuelle. L'IA va collecter les données à partir de la reconnaissance d'image et les injecter dans le système d'information de l'hôpital, ce qui permet d'être plus efficace, qui a aussi un effet évidemment en contexte épidémique d'évitement des concentrations de population pour les guichets d'admission. Donc là, ça permet de générer un ROI quand la solution est interopérable avec les outils de gestion administrative du malade de l'hôpital, on peut abaisser jusqu'à 40% le coût complet de l'admission. Donc là, on propose en fait un schéma d'accessibilité, de mise en accessibilité de l'IA par le ROI qu'elle génère. Avec tout le long en fait de cette chaîne de valeur de l'IA en santé, on voit qu'il faut parcourir un chemin qui nous amène d'abord pour aller vers l'IA en santé en France à descendre à la mine. Alors si vous avez vu comme moi Le Seigneur des Anneaux, vous savez qu'il y a 2 niveaux de mine. Il y a le Mordor, c'est vraiment celle où vous ne voulez pas aller, hein, c'est la plus terrible. Et ça, c'est l'univers des archives papier dans le système de santé. Surtout, n'y allez pas tout seul. Hein. Si vous voulez y aller, prévenez vos proches avant d'y descendre, sinon vous risquez de vous y perdre. Il y a encore des tonnes de papier, des kilomètres de linéaires de dossiers médicaux dans le système de santé. À l'étage du dessus, l'autre mine, c'est la Moria. Ça, dans le Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus sympa, c'est là où il y a des nains. Mais ça, c'est tout l'univers des documents numériques non classés. Les images IRM, scan, les comptes rendus médicaux non classifiés. Donc, il faut avancer vers une qualification de ces données pour les valoriser à des fins de recherche ou à des fins d'entraînement, d'algorithmes d'IA qu'on peut ranger en fait dans 2 catégories, l'aide au diagnostic et l'aide au pilotage du système de santé quand on vient plus concrètement vers l'IA médicale. Et évidemment, tout le long de cette chaîne, il faut respecter le RGPD et la garantie humaine de l'IA. Donc, dans ce schéma-là, pour remonter l'accessibilité et permettre une accessibilité économique le long du cheminement de la remontée de la chaîne de valeur du data management en santé, on propose avec Jouve, on a mis au point, après 1 an de R&D, un dispositif qui s'appelle Numérisam, qui est en fait une chaîne de numérisation massive de dossiers médicaux. On va aller concrètement sur le terrain. C'est ce que l'on fait en ce moment même pour le CHU de Guadeloupe, avec 3 autres opérations qui devraient s'engager du même ordre en 2021. On récupère l'ensemble des dossiers papier, on met en place une chaîne de numérisation et de repository de ces documents pour les injecter
vers le dossier patient informatisé en travaillant par ailleurs en articulation avec la montée en charge du Health Data Hub et cette plateforme nationale portée par les pouvoirs publics de développement de l'IA en santé. Ça génère aussi un ROI, c'est une partie de la réponse, ROI sur évidemment le coût de stockage des archives, ROI aussi sur les postes d'archivistes et de secrétaire médical qui sont libérés de toutes ces contraintes de papier. Et donc, en fait, on agit dans ce modèle-là en permettant aussi, une fois que la donnée est numérisée, qu'elle est classifiée, de générer un potentiel de valorisation des données numérisées, soit sous égide des pouvoirs publics, c'est le VLS Data Hub, soit dans le cadre, par exemple, de protocoles de développement des activités de recherche clinique, qui, comme vous le savez, sont génératrices de recettes pour les établissements de santé. Et puis derrière, il y aura l'idée de travailler avec des startups pour créer un environnement favorable à l'entraînement de leurs algorithmes et derrière permettre un intéressement des établissements qui auront ainsi mis à disposition leurs données numérisées. Donc, vous voyez, la question de la valorisation et de la soutenabilité de l'accès à l'IA peut aussi trouver sa réponse dans des éléments de ROI intrinsèques permettant d'avancer vers un système zéro papier et incluant de l'IA en santé. Mais ça n'est qu'une partie de la réponse parce que, évidemment, un autre aspect du sujet, c'est la prise en charge par les acteurs de la couverture du risque eux-mêmes de toute cette innovation en IA en santé qui se diffuse. Et ça, c'est évidemment un des enjeux très forts de mobilisation de Nadia et d'harmonie mutuelle. Merci David pour cette démonstration. Nadia, ça va être à vous de pouvoir prendre la parole et nous présenter votre solution. Merci à l'équipe Jouve, merci à Finance Innovation pour cette invitation. Je suis Nadia Kamal, je dirige la filière innovation au niveau d'Harmonie Mutuelle, première mutuelle française au sein du groupe VIV. Le groupe VIV est le premier groupe de protection sociale et nous avons 4 métiers. Nous avons un métier de mutuelle, comme vous savez, avec Harmonie et la MGN. Nous avons également une activité de soins avec 1200 établissements de soins et c'est un peu plus là-dessus que je vais intervenir. On a un métier également de service et on a également un métier dans le logement social. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comment elle se met en place au niveau de la santé et surtout du soin. On part de la médecine des 4 P, tout simplement, la prévention, la prédiction, une médecine personnalisée et une médecine participative. Donc, on peut intervenir à différents endroits au niveau de la prévention avec des calculs savants que je ne maîtrise absolument pas, mais l'analyse de grandes cohortes qui nous permet justement d'extraire certaines datas et d'avoir de sensibilisation à la prévention en fonction des publics. Tout ça dans une démarche de réglementation française très stricte et très respectée. Nous activons aussi tout ce qui est dans le dépistage, au niveau particulièrement des déserts médicaux qui sont un petit peu moins équipés en technologie médicale et en particulier en radiologie. On a vu l'émergence de différents systèmes qui permettent d'aider à les décisions pour certains radiologues, pas forcément spécialistes, mais également pour libérer du temps aux radiologues sur des, on va dire, de l'imagerie plus simple et de s'appuyer de l'œil du radiologue plutôt pour l'imagerie un peu plus compliquée. Et donc ça, on peut le faire dans le cadre de téléexpertise, télésoins à distance, en particulier dans des zones un petit peu plus fragilisées par des systèmes médicaux inexistants. On a également des interventions en ce moment, d'ailleurs dans une clinique de l'Ouest français, dans tout ce qui est dépistage et diagnostic des cancers de la peau, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de dermatologues, et donc on intervient aussi dans cette dynamique-là pour essayer, à partir d'une photo, d'essayer de voir si le grain de beauté est potentiellement mauvais ou bon. Et donc, ça permet aussi d'avancer, d'arriver à un dépistage beaucoup plus rapide. Il y a 2 notions dans ce que je veux transmettre. Il y a une notion d'apprentissage, donc d'apprendre aux professionnels de santé ces nouvelles technologies, de lui faire comprendre que l'intelligence artificielle en aucun cas ne le remplacera, mais l'aidera pour soigner beaucoup plus de personnes. Et d'autre part, il y a cette notion de dépistage un peu plus rapide, de diagnostic beaucoup plus rapide, qui permet donc des soins plus rapides et donc un état des patients beaucoup plus intéressant. Comment ça se passe au niveau de la mutuelle? Donc nous, en tant que, évidemment, organe de remboursement complémentaire,
En fait, ce qui est intéressant, c'est que si le patient est soigné plus rapidement, il y aura effectivement moins de coûts de remboursement dans notre cas, puisque le patient sera pris en charge beaucoup plus rapidement et donc sera beaucoup mieux soigné au démarrage et il sera beaucoup mieux en bon état de santé. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, c'est le bénéfice patient derrière. Il faut que le patient soit potentiellement en bonne santé et pris en charge le plus tôt possible, où que ce soit en France, et surtout dans une démarche que ça soit équivalent, que l'on soit dans le nord de la France, dans le sud, dans l'ouest et dans l'est. Voilà ce que j'avais à dire. Après, il y a effectivement tout un travail, et David le sait parfaitement, sur les datas de santé, dans tout ce qui est réglementation, donc data de santé qui peut être en interne de nos activités ou via des activités gouvernementales. Donc, nous sommes en réflexion pour également proposer des solutions dans cette démarche pour tout ce qui est, ce que vous avez dû entendre au niveau de l'ENS, de tout ce qui est l'Agence numérique en santé. Voilà, merci. Et je suis à votre disposition après les interventions de mes collègues pour répondre à des questions. Merci Nadia pour cette présentation. Christopher Cugnas, maintenant de CAP, vous allez nous parler peut-être même de médecine augmentée, qui sait. Je vous laisse faire votre présentation. Merci. Merci beaucoup Thierry. Merci à Finance Innovation, merci à tous les participants. Ce que je vais vous proposer, on a une petite dizaine de minutes, c'est de vous raconter une histoire. D'abord, c'est l'histoire de CAP. Je vais aller chercher ma présentation. En introduction, je vais partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Pas encore. Attendez, hop. Alors, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est... Attendez, hop. Le partage d'écran est bloqué. Peut-être. Est-ce que vous savez pour... Alors, attendez. Attendez, je peux partager un média, sinon je vais essayer comme ça. Non, mais essayez de partager l'écran, à mon avis, le flux était occupé, mais... Ah, attendez, hop. Non, c'est grisé. C'est grisé. Alors, sinon, je peux commencer à parler, c'est pas grave, je vais me présenter pour commencer. Christopher Cugnas, enchanté. Moi, je viens de rejoindre une structure il y a 2 mois qui s'appelle CAP, qui est une structure qui a été créée en 2016. QAPE, c'est quelle assurance particulier entreprise. En préparant la présentation et en parlant avec les 2 fondateurs vendredi, on s'est rendu compte en fait qu'on avait déjà intégré l'intelligence artificielle en 2016, puisque le premier projet qu'ils ont mis en place était un projet avec une équipe dédiée à l'intelligence artificielle universitaire. C'est bon, je peux partager l'écran. Une équipe universitaire. Hop, est-ce que vous voyez bien comme ça? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? En tout cas, pour moi, c'est bon. C'est bon, super. Avec une équipe universitaire qui a travaillé avec un module d'intelligence artificielle pour normaliser les contrats d'assurance, quels qu'ils soient. Ces contrats d'assurance, le fait de pouvoir les comparer, ça a amené Julien et Kim, les 2 cofondateurs de l'entreprise, à se pencher sur la question de l'assurance santé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que CAP est une insurtech qui travaille pour l'accès à la santé. On a aujourd'hui un positionnement qui est éthique, pour commencer. C'est-à-dire que depuis 2019, c'est la 2e année consécutive, à la demande du bureau Veritas, on a participé à un audit pour être labellisé assurance santé éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met aujourd'hui les bénéficiaires au centre du système, et ça revient aussi un peu à expliquer comment on se positionne aujourd'hui sur le marché de l'assurance santé. CAP, c'est une assurance santé qui se veut être accessible à tous, simple et efficace. J'y reviendrai sur la slide d'après. La partie éthique qui est très très importante pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune sélection de nos adhérents et on a 5 offres de garantie qui sont les mêmes, quel que soit le profil de la personne.
Aujourd'hui, CAP a donc un portefeuille avec à la fois des retraités. On commence un tout petit peu sur le collectif, même si on n'est pas forcément les mieux positionnés sur le collectif. On a des étudiants et on a évidemment des actifs. Voilà. Donc c'est une offre qui s'adresse absolument à toutes les catégories. C'est une structure, donc c'est une insurtech qui a une existence pérenne, ça fait 4 ans, plus de 35 partenaires aujourd'hui, j'y reviendrai un petit peu après. On a aujourd'hui 14 000 assurés, alors c'est peu, mais pour nous c'est beaucoup, parce que c'est une croissance extrêmement forte, il y a un an on était encore à 2000, et puis on a 20 000 abonnements de e-santé, j'y reviendrai un petit peu, c'est là où est le lien avec l'intelligence artificielle, parce que nous avons 2 métiers. Aujourd'hui chez CAP, on a une partie qui est une mutuelle santé, qui s'appelle Covers, donc CAP c'est le nom de la structure si vous voulez, mais tous nos documents, toutes nos communications sont faites avec le nom Covers, donc vous voyez le logo en haut à droite. Covers Mutuelle, donc c'est la mutuelle dont je viens de parler. Et puis on a lancé une plateforme digitale qui s'appelle Covers e-santé, qui est une plateforme de centralisation de services numériques. Nos facteurs clés de succès, pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui CAP est présent sur ce marché et CAP peut continuer à se développer et à faire croître sa base d'adhérents et de clients? D'abord, une offre transparente, éthique et accessible à tous. Je vous ai déjà parlé du fait qu'il n'y avait aucune sélection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on développe nos offres de mutuelles, on a considéré que le coût du contrôle était supérieur au risque. Il n'y a pas de tests médicaux. C'est le même tarif pour un jeune retraité que pour un retraité du 4e âge. Il n'y a vraiment aucune sélection et on accepte de revenir à une vraie mutualisation du risque en considérant que on va aussi avoir des personnes qui vont être mieux portantes et donc qui vont pouvoir financer ceux qui en ont le plus besoin. La deuxième chose qui est assez importante, c'est qu'il a fallu évidemment qu'on se positionne sur des prix plus bas que la concurrence. Alors c'est ce qu'on essaie de faire au mieux. Et ce qui nous a permis d'avoir ce label santé éthique aussi, c'est le fait que nous reversons aujourd'hui 80% des cotisations directement pour les bénéficiaires. On a aussi mis en place une gouvernance, ce n'est pas le sujet, mais je serais ravi d'en discuter avec vous si ça en intéresse certains. On a un réseau de partenaires, évidemment, on est une toute petite structure, nous on est une vingtaine maintenant, donc vous imaginez le nombre de sujets qu'il faut qu'on traite avec 20 collaborateurs. On a aujourd'hui un nombre croissant de partenaires, on continue à chercher de plus en plus de partenaires. L'idée qu'on a, c'est que tous les projets, tous les sujets qui vont nous permettre de donner un accès à la santé pour tous sont intéressants pour nous. Enfin, on a une plateforme digitale qui s'appelle Covers e-santé, qui est accessible à tous, qui est en freemium, donc je vous invite tous à la télécharger, qui permet de mettre sur une seule et même plateforme différents services de santé et on a une actualité, ce qui fait qu'il y a des nouveaux services qui vont pouvoir intégrer la plateforme dans les semaines à venir. On travaille aussi bien pour les adhérents de la mutuelle Covers, mais également pour des mutuelles externes, donc ça veut dire que c'est du B2B aussi, c'est-à-dire qu'une mutuelle peut très bien décider de souscrire un abonnement à la plateforme Covers e-santé pour ses clients, pour ses adhérents. La dernière slide, c'est la slide qui est vraiment qu'est-ce qu'on fait chez CAP et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est en train de créer un nouveau modèle et on se base sur l'intelligence artificielle. On va partir du parcours de soins, on va partir de la vraie vie, je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on a pu mettre derrière et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on fait cette intelligence artificielle et comment on intègre l'intelligence artificielle au sein de notre parcours de soins. Vous imaginez une patiente, une adhérente, une personne qui se pose des questions, elle va pouvoir se connecter, alors c'est très simple, c'est directement avec le téléphone, sur la plateforme Covers e-santé. Et le premier service qu'on propose, c'est un service de autodiagnostic. Vous allez rentrer un certain nombre d'informations, je suis un homme, une femme, voilà mon âge et voilà mes symptômes. Donc vous avez une anamnèse du patient qui va se réaliser et on ne va pas se substituer à un diagnostic médical, mais on va permettre à la personne qui utilise ce service de pouvoir savoir s'il y a un caractère urgent aux symptômes qu'il peut avoir. Alors on peut le faire en ce moment, c'est très à la mode pour le Covid, on a beaucoup d'utilisateurs qui voient s'ils pourraient avoir les symptômes du Covid, mais ça peut être vraiment pour n'importe quoi. Et puis ça va aider à dire, par exemple, et faire une recommandation, visiblement, il n'y a aucune urgence médicale, il serait bon que vous puissiez contacter votre médecin traitant, ou alors avez-vous un service d'urgence, souhaitez-vous absolument contacter, il faut absolument que vous vous rendez dans un service d'urgence. Alors ça a sauvé la femme du cofondateur qui, en utilisant ce service-là, a pu se rendre aux urgences
et a pu être traitée. Quelques heures après, l'infection était irréversible. Elle avait une infection rénale et c'était une autre histoire qui pouvait s'écrire. Si l'utilisateur le veut, il peut à ce moment-là aussi contacter directement, grâce à nos partenaires qui ont un service de télémédecine, un professionnel de santé qui peut soit réaliser, si c'est possible, la téléconsultation ou alors confirmer la nécessité absolue d'aller dans un service d'urgence. L'idée, évidemment, de mettre tout ça en place, et c'est sur ces deux actes-là qu'on a mis de l'intelligence artificielle et qu'on continue à en mettre, l'idée, il faut absolument que ce soit pour le bénéfice des patients et des professionnels de santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On a ce premier service qui va partir de l'anamnèse et qui va permettre d'arriver à un diagnostic, même si c'est un autodiagnostic et il n'a pas comment dirais-je, il ne sera bon que si les symptômes sont bien décrits et si le questionnaire est bien répondu. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec une équipe en intelligence artificielle pour essayer de contextualiser le langage naturel et de le transformer en langage médical. L'exemple très simple qu'on prend souvent, c'est céphalée. Dans le système qu'on a aujourd'hui, initialement, il y avait « avez-vous des céphalées ?» Beaucoup de Français ne savent malheureusement pas ce que ça veut dire et donc ils risquent de répondre non, alors qu'ils ont tout simplement mal à la tête. Donc le fait de pouvoir dire demain « j'ai mal à la tête » avec un agent conversationnel, chat, par exemple, ça permettra de pouvoir cocher une case qui dira céphalée, etc., etc. Donc on traduit le langage naturel en langage médical et puis idem pour le diagnostic. Plutôt que de faire un diagnostic anxiogène en disant voilà ce que vous avez avec des termes médicaux, on va traduire le diagnostic en langage naturel, donc en langage normal. L'autre partie, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut faire ce lien entre cet autodiagnostic et les professionnels de santé. Et là, on est en train de mettre en place 2 études cliniques. Une première étude clinique qui vise à valider le fait que ce diagnostic, qui finalement se fait en ligne, vaut un diagnostic humain. Et la deuxième étude qu'on est en train de mettre en place, c'est est-ce que nous pouvons, et on a 2 cohortes qui utilisent ou qui n'utilisent pas ce service, est-ce qu'un médecin peut se baser sur l'autodiagnostic réalisé par le patient ou le diagnostic réalisé avec l'aide d'un aidant, on peut imaginer un infirmier, un soignant, pour gagner du temps sur l'anamnèse et donc gagner du temps sur la consultation. Donc voilà les deux exemples sur lesquels on travaille aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. On s'inscrit bien évidemment dans un contexte beaucoup plus général de difficultés d'accès à la médecine, difficultés d'accès aux soignants, déserts médicaux. Et ce dont on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que je vais finaliser l'écran, que ces contraintes d'accès à la santé ne sont pas uniquement françaises, mais sont partagées par l'ensemble des pays du monde. On a aujourd'hui des chiffres en fonction des critères, mais plus d'un Français sur 2 aujourd'hui renonce à des soins parce qu'il est mal informé, parce qu'il ne sait pas quel type de soins, vers quel type de spécialiste, il n'a pas accès aux spécialistes, il y a une densité médicale trop basse, etc. Donc, nous sommes aussi dans un process de internationalisation de l'entreprise et je laisse la parole à Jean-Christophe pour la suite de la présentation. Merci. Merci Christopher. Bonjour, Jean-Christophe Pandolfi, je suis le fondateur de Santexpat.fr. Santexpat.fr, parfait. C'est un comparateur d'assurance santé pour les expatriés qui est totalement digitalisé, de la tarification jusqu'à la souscription. C'est un comparateur dédié aux expatriés français dans plus de 200 pays dans le monde et qui bénéficie à la fois d'une interface intuitive grâce à une simplification du parcours client. En 3 clics, vous obtenez vos tarifs et ensuite, en quelques clics, selon le partenaire, vous finalisez votre souscription. Et Santexpat, c'est aussi un accompagnement personnalisé qui aide l'assuré dans la sélection de l'offre grâce à un algorithme que nous verrons plus tard et qui accompagne l'assuré dans toute la vie du contrat, pas seulement au niveau de la souscription. Aujourd'hui, ce comparateur a été possible grâce à la confiance d'une douzaine d'acteurs de l'assurance. Donc, ce sont des assureurs, mais aussi des courtiers grossistes que nous avons digitalisés. Et ça nous a permis de travailler avec des partenaires B2B2C.
les partenaires B2B2C sont des acteurs de l'expatriation ou des acteurs de la banque ou de l'assurance qui ne disposaient pas de la brique santé internationale dans leur parcours client et qui, grâce à notre digitalisation, ont pu inclure ce service soit dans le parcours client, soit dans l'offre de service à leurs clients. Donc, je vous parlais d'algorithme. En fait, lorsque le prospect arrive sur notre plateforme, si vous voulez, nous travaillons donc avec 12 assureurs. Chaque assureur a une multitude de solutions d'assurance. Ce qui regroupe à peu près 150 solutions d'assurance. Et pour permettre aux prospects, à l'internaute, de s'y retrouver au milieu de ces 150 offres, nous avons créé un algorithme qui permet, en fonction de l'âge, de la composition familiale ou des coûts spécifiques de santé du pays d'expatriation, de sélectionner, de réduire la sélection à 3 offres qui sont extensibles, mais 3 offres. Et donc l'internaute peut avoir un vrai conseil tout à fait adapté à son profil. Nous avons, parallèlement à ça, développé des offres spécifiques pour Santexpat.fr avec 2 acteurs de l'assurance, Malakoff Humanis et Vive, qui sont des offres qui nous ont permis grâce à cet algorithme, de cibler un peu plus finement certains besoins dans certains pays, notamment en Amérique du Nord ou en Asie du Sud-Est. Et enfin, Santexpat va au-delà de l'expatriation de longue durée, puisque nous développons actuellement avec des partenaires bancaires et assureurs une solution d'assurance mobilité à la demande. Nous nous sommes rendus compte, et à la demande de certains de nos partenaires, que l'expatriation de courte durée, notamment pour les missions professionnelles de courte durée, était assez complexe, notamment pour les RH des grands groupes, pour centraliser tous les besoins et tous les déplacements de chacun de leurs salariés, les extensions de ces déplacements, etc. Et notamment en période Covid, où malgré tout, il y a eu quelques déplacements et surtout des appels de primes de la part des assureurs auprès des grands groupes qui étaient disproportionnés à la réalité des déplacements. Donc de là nous est venue l'idée de développer une application qui permet de couvrir le salarié pendant sa mission uniquement grâce à l'activation de l'assurance au bornage du téléphone hors France et à la désactivation lorsque le salarié revient en France. Ceci grâce à une démarche complète totalement à RGPD, puisque le bornage n'est pas une géolocalisation très spécifique du salarié, mais uniquement un bornage au niveau du pays. Activation que le salarié peut suspendre pour ses voyages privés, bien sûr, préalablement au voyage ou lorsqu'il borne dans le pays d'accueil. Il a une notification par SMS qui lui permet de confirmer qu'il s'agit bien d'une mission professionnelle ou d'un voyage privé, auquel cas la souscription est désactivée. Cette solution donc est finalisée. Nous sommes en bêta test et elle sera sur le marché dès janvier 2021. Voilà pour la présentation de Santexpat. Donc en termes d'IA, notre IA, c'est essentiellement notre algorithme de sélection des offres qui permet aujourd'hui aux expatriés de définir leurs besoins et de les aider à s'y retrouver dans cette jungle de l'assurance. Souvent, aujourd'hui, il y avait peu de comparateurs qui permettaient aux expatriés de trouver des solutions et surtout des solutions comparées entre plusieurs assureurs. Nous avons pu avoir cette place de marché pour eux, ce qui leur simplifie la tâche en termes de sélection de l'offre. Et accompagnés par cet algorithme, ils arrivent rapidement à définir leurs besoins et les solutions les mieux adaptées pour leur profil. Et ensuite, cette évolution sur l'assurance à la demande, en laquelle nous croyons beaucoup parce que nous avons une énorme traction, notamment des partenaires bancaires et des opérateurs téléphoniques qui souhaitent inclure dans leurs offres de services corporate pour les banques ou flotte de téléphone entreprise pour les opérateurs téléphoniques, cette solution d'assurance mobilité à la demande.
Voilà pour la présentation sommaire de santexpat.fr qui a rejoint Finance Innovation en octobre. Et je reste bien sûr à votre disposition pour toute question, soit via le chat, soit après la succession des présentations pour y répondre. Merci pour votre écoute. Eh bien, merci à vous, merci à toutes ces présentations. On a parlé à la fois d'algorithmes et d'éthique, donc je vois que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Il y avait quelques questions, et notamment il y en a une à destination de Nadia Kamal. Je ne sais pas si vous la voyez sur la droite, en termes de téléconsultation médicale. Est-ce que vous souhaitez apporter une précision? Je ne vois pas les questions, mais je veux bien que vous Alors, je peux vous la citer. La téléconsultation médicale, au-delà de médecins, tels que des psychologues, des coachs ou autres, est-ce une démarche d'actualité pour votre groupe? Je crois que le micro est coupé chez vous, Nadia. Oui, pardon. Nous avons un service de téléconsultation avec mes docteurs en interne, mais j'en ai pas parlé parce que c'est pas, ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle, donc j'en ai pas parlé. Et par ailleurs, dans d'autres services effectivement de soins, pour dévier un peu de la thématique intelligence artificielle, oui, nous avons des services d'assistance psychologique, puisque nous avons des services d'assistance de type RA par exemple, et nous avons également eu des assistances psychologiques durant les périodes que nous venons de traverser. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, c'est des services classiques, on va dire. Effectivement, tout à fait. Parfait. Et puis effectivement, il y avait une personne qui a posé la question au sujet d'un référentiel du label assurance santé éthique, notamment à Christopher Cugnas, qui a déjà répondu. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut trouver sur le bureau Veritas. Absolument. C'est le bureau Veritas qui est garant de ce référentiel. Et donc, alors je ne sais pas où exactement parce que j'avoue que je n'ai pas regardé pendant ce temps-là. Mais a priori, en contactant Bureau Veritas ou sur leur site, vous devriez trouver le référentiel avec tout le détail. Parfait, très bien. Bah, écoutez, on a fait tout un tour, c'est très intéressant. Merci de votre disponibilité, de votre présence ce matin. Donc, sauf si quelqu'un veut encore placer un dernier mot, on a 2-3 minutes. Sinon, on peut mettre fin à cette agréable et intéressante session. Si tu permets, Thierry, juste une dernière réflexion. Je pense qu'il y a un trait commun qu'on voit à travers ces exemples-là, qui soient des exemples d'IA médicale, d'IA de back-office, d'IA de gestion des process assurantiels, que vraiment le recours au procédé algorithmique permet de donner de la transversalité dans le système de santé. On a utilisé de manière un peu rapide, un peu galvaudée l'idée de parcours patient, sans lui donner réellement de contenu à cette notion. Et là, on voit que le pilotage par les données peut vraiment amener ça. Après, derrière, il faut que l'armature du système suive, notamment le financement, avec le développement d'éléments de forfait de prise en charge des patients dans le domaine des maladies chroniques et métaboliques. Le diabète, l'insuffisance rénale, c'est un premier rang, mais il faudra en avoir d'autres si on veut vraiment basculer sur des approches de parcours patient ou de santé populationnelle que le déploiement de ces algorithmes permettra d'irriguer. Alors, question concernant les algorithmes, justement, il y a une question qui vient de tomber qui est que pensez-vous de la maturité des algorithmes d'intelligence artificielle en prévention santé? Est-ce que... Si je peux me permettre d'essayer de répondre, avant de parler de la maturité des algorithmes, il faut parler de la qualité des datas que l'on pourrait utiliser pour faire de la prévention afin d'obtenir justement une bonne utilisation de l'algorithme et donc un résultat exploitable par nous, par exemple, en tant que mutuelle et acteurs de la prévention. Le plus dur au jour d'aujourd'hui, c'est la qualité des datas. Très bien. Est-ce que je peux compléter? Je vous en prie. Merci beaucoup. On travaille aussi pas mal sur ce sujet. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui permet de traiter la prévention santé au sens large. Ce qui existe déjà avec des objets connectés aujourd'hui de qualité qui sont reconnus, qui sont utilisés non seulement en France, mais dans beaucoup de pays, que ce soit les États-Unis ou des pays européens, c'est qu'on est capable, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de prévoir ou de prédire
un événement indésirable de santé chez un type de patient donné. Donc ça existe déjà. La grande difficulté, ça va être de pouvoir le généraliser. Et donc, je suis complètement d'accord avec Nadia. De la qualité de l'information et de la donnée qu'on peut mettre, c'est moins une question d'algorithme qu'une question de qualité d'input. Très bien. Parfait. Écoutez, merci. Oui, allez-y. Je me permettrai effectivement de compléter. Il y a en plus différents niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire en fonction de ce que l'on veut effectivement. Et il faut être relativement vigilant entre ce que potentiellement les datas que l'on peut récupérer, donc c'est souvent du déclaratif, et la vraie data en fait qui est exploitable et différencier le bien-être de la santé, d'une donnée vraiment médicale. Et en fait, en prévention médicale, il nous faut la data médicale. Et au jour d'aujourd'hui, on a effectivement beaucoup d'objets connectés, mais on a une dimension de data de bien-être. Et c'est un petit peu différent, donc il faut être très, très prudent aussi sur ces analyses. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait tout ce tour et ça touche à la fin. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous qui suivent dans la journée, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se dise au revoir à ce moment-là et puis j'espère pouvoir vous recroiser sur cette scène de la santé et de finance innovation peut-être ultérieurement. Merci à vous et bonne journée. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.